La nuit du réveillon, l'immeuble de bureau était vide, chaque étage dans l'obscurité sauf le dernier. Amélie Dubois était assise face à la seule personne qui était restée avec elle, Marc Rousseau, son assistant depuis 2 ans. Elle lui avait donné des signaux, des centaines, des milliers de moments où elle aurait pu le dire à voix haute. Mais il n'avait jamais rien remarqué. L'horloge approchait de minuit. Le silence devint insupportable. Elle frappa violemment sur le bureau et les mots explosèrent. « Je t'aime, idiot! Je t'aime, idiot! Comment un homme peut-il être aussi aveugle? » Cette histoire extraordinaire nous prouve que parfois, l'amour frappe là où on s'y attend le moins, entre une PDG milliardaire et son assistant père célibataire. Amélie Dubois, 38 ans, dirigeait un empire technologique de 2 milliards d'euros depuis son bureau parisien. Marc Rousseau, 35 ans, veuf depuis 4 ans, élevait seul sa fille Emma de 9 ans tout en travaillant comme assistant personnel d'Amélie. Pendant 2 années entières, elle multiplia les signes d'affection, réorganisant ses réunions pour qu'il puisse récupérer sa fille à l'école, s'intéressant à chaque détail de la vie d'Emma, partageant des déjeuners intimes dans son bureau. Mais Marc, traumatisé par la perte de sa femme et focalisé sur la stabilité pour sa fille, resta volontairement aveugle à ces signaux. Jusqu'à cette nuit du Nouvel An où la frustration d'Amélie explosa en une déclaration d'amour qui changea tout. Si vous êtes prêts pour cette histoire bouleversante sur l'amour qui brise toutes les barrières professionnelles, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. 2 ans plus tôt, Marc Rousseau était entré dans la tour de verre de la Défense avec un CV qui n'y avait pas sa place. Il portait un costume acheté dans un magasin de discount la semaine précédente. Sa cravate était de travers. Il savait qu'elle était de travers, mais il ne pouvait pas la remettre dans l'ascenseur parce que ses mains tremblaient. La femme à l'accueil l'avait regardé comme s'il s'était trompé d'immeuble. Elle lui dit d'attendre au 45e étage. Il attendit pendant 1 heure et 17 minutes. Le bureau d'Amélie Dubois occupait la moitié de l'étage. Les murs étaient en verre. Paris s'étendait derrière elle comme quelque chose qu'elle possédait. Elle était assise derrière un bureau en marbre noir et ne leva pas les yeux quand il entra. Marc resta dans l'embrasure jusqu'à ce qu'elle lève finalement les yeux. Elle l'étudia comme on étudie une machine dont on n'est pas sûr qu'elle fonctionne. Elle lui posa une question. « Pourquoi avez-vous besoin de ce travail? » Marc ne donna pas la réponse qu'il avait répétée. Il dit la vérité. Sa femme était morte 4 ans plus tôt. Il avait une fille de 9 ans. Il avait besoin de stabilité et il fallait que ça dure. Amélie inclina légèrement la tête. Elle lui demanda s'il pouvait commencer lundi. Marc apprit rapidement qu'Amélie Dubois n'engageait pas les gens pour leurs références. Elle les engageait parce qu'elle voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il ne comprit jamais ce qu'elle avait vu en lui. Peut-être le désespoir, peut-être l'honnêteté, peut-être quelque chose d'entièrement différent. Il arriva le lundi, à 6 heures du matin, et elle était déjà là. Elle lui tendit un planning qui faisait 3 pages et lui dit de suivre le rythme. Il suivit, de justesse, mais il suivit. Le travail le consuma de manière qu'il n'avait pas prévue. Amélie se déplaçait dans le monde à une vitesse qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Les réunions commençaient à 7 heures. Les appels de Tokyo arrivaient à minuit. Elle déjeunait debout ou ne déjeunait pas du tout. Marc devint la personne qui s'assurait qu'elle mange. Il devint la personne qui reprogrammait l'impossible. Il devint la personne qui anticipait ses besoins avant qu'elle les exprime. Ce n'était pas une question d'intelligence, c'était une question d'attention. Marc était doué pour faire attention. Sa fille s'appelait Emma. Elle avait maintenant 9 ans. Marc la récupérait à l'école tous les jours à 15h15, sauf quand Amélie avait besoin de lui. Ces jours-là, Emma allait chez sa grand-mère. Marc détestait ces jours-là. Il détestait l'expression sur le visage d'Emma quand il lui envoyait un texto pour dire qu'il serait en retard. Mais le travail payait l'appartement. Il payait l'école. Il payait la stabilité que Marc avait promise à sa fille après la mort de sa mère. Alors il resta. Et Amélie ne lui demandait jamais de rester tard sans raison.
C'était ça, le truc avec Amélie. Elle ne faisait perdre le temps de personne. Si elle gardait Marc au bureau après 19 heures, c'était parce que quelque chose de critique se passait, une affaire qui s'effondrait, un investisseur qui se retirait, un système qui plantait. Elle ne s'excusait pas pour ça, mais elle remarquait. Elle remarquait tout. Un soir, Marc était au téléphone avec l'école d'Emma, essayant d'expliquer pourquoi il ne pouvait pas venir à la réunion parents-professeurs. Amélie passa près de son bureau et entendit la conversation. Le lendemain matin, elle déplaça 3 réunions et dit à Marc de partir. Il la fixa. Elle lui dit de ne pas la faire se répéter. Le bureau était une forteresse d'acier et de verre, mais Amélie vivait dedans comme une prisonnière. Marc le vit dès le premier mois. Elle arrivait avant tout le monde et partait après tout le monde. Elle prenait des appels pendant le dîner. Elle travaillait les week-ends. Elle souriait dans les conseils d'administration et les conférences tétanières de presse, mais le sourire n'atteignait jamais ses yeux. Les gens la craignaient. Les gens la respectaient. Les gens voulaient son attention, mais personne ne restait proche. Marc se demandait si c'était volontaire ou accidentel. Il soupçonnait que c'était les deux. Amélie ne parlait jamais de sa vie privée. Elle ne mentionnait jamais de famille. Elle ne mentionnait jamais d'amis. Les seules personnes à qui elle parlait en dehors du travail étaient ses avocats et ses comptables. Marc le savait parce qu'il gérait son agenda. Il voyait les espaces vides, là où les autres avaient des anniversaires, des mariages et des vacances. Amélie avait des conférences téléphoniques et des mises à jour d'actionnaires. Une fois, Marc lui demanda si elle voulait qu'il bloque du temps pour Noël. Elle le regarda comme s'il lui avait demandé de mettre le feu au bâtiment. Elle lui dit que Noël n'était qu'un jeudi comme un autre. La première fois que Marc remarqua que quelque chose changeait, c'était 6 mois après le début du travail. Amélie lui demanda de rester tard pour finir une présentation. Ils travaillèrent jusqu'à 23 heures. Quand ils eurent enfin terminé, elle se recula dans sa chaise et lui demanda des nouvelles de sa fille. Pas de la manière polie dont les gens demandent quand ils font la conversation. Elle posa des questions précises. Dans quelle classe était-elle? Qu'aimait-elle lire? S'adaptait-elle bien après la perte de sa mère? Marc répondit prudemment. Il n'avait pas l'habitude de parler d'Emma au travail, mais Amélie écoutait. Vraiment écoutait. Quand il eut fini, elle hocha la tête une fois et lui dit de rentrer chez lui. La semaine suivante, un colis arriva à l'appartement de Marc. C'était une collection de livres, science-fiction, le genre qu'Emma adorait. Il n'y avait pas de mots. Marc savait qui l'avait envoyé. Après ça, les choses changèrent par petites touches. Amélie commença à demander des nouvelles d'Emma plus souvent. Elle ajusta des réunions pour que Marc puisse partir plus tôt le jeudi, quand Emma avait football. Elle arrêta de programmer du travail le week-end, sauf si c'était absolument nécessaire. Marc se dit que c'était de la courtoisie professionnelle. Elle l'appréciait comme employé et voulait le garder content. Ça faisait sens. C'était logique. L'alternative n'avait pas de sens. L'alternative était impossible. Mais les petits changements continuaient. Amélie commença à faire livrer le déjeuner pour eux deux au lieu de juste pour elle. Elle demanda à Marc de la rejoindre dans des réunions où sa présence n'était pas techniquement requise. Elle lui faisait confiance pour des décisions qui dépassaient sa description de poste. D'autres employés le remarquèrent. Ils commencèrent à traiter Marc différemment. Certains en étaient jaloux. D'autres essayaient de l'utiliser comme porte d'entrée vers Amélie. Marc ignora tout ça. Il se concentra sur son travail. Il se concentra sur sa fille. Il ne se laissa pas penser à ce que tout ça pouvait signifier. Un après-midi de fin de printemps, Amélie appela Marc dans son bureau et lui dit de fermer la porte. Il pensa qu'il allait être licencié. Elle lui dit qu'elle le promouvait. Le titre n'avait pas grande importance. L'augmentation, si. Marc essaya de la remercier, mais elle balaya d'un geste. Elle dit qu'il l'avait mérité, puis elle demanda si Emma aimerait visiter le bureau un jour. Marc ne sut pas quoi dire. Il dit oui. Le samedi suivant, Emma vint au bureau. Amélie lui fit faire le tour. Elle lui montra les serveurs. Elle la laissa s'asseoir dans sa chaise. Elle lui parla comme à une adulte.
Emma ne cessa d'en parler pendant une semaine. Marc se dit que c'était de la gentillesse. Amélie était une bonne personne sous son extérieur froid. Elle se souciait de ses employés. Elle se souciait de leur famille. C'était tout. Mais tard la nuit, quand il repensait à la façon dont elle avait regardé Emma, il se questionnait. Et puis, il arrêtait de se questionner parce que se questionner était dangereux. Se questionner menait à des endroits où il ne pouvait pas se permettre d'aller. Il était un père célibataire avec une fille de 9 ans. Elle était une milliardaire qui pouvait acheter et vendre des entreprises avant le petit déjeuner. L'écart entre eux n'était pas juste large, c'était un canyon. Et Marc n'avait aucune intention d'y tomber. Alors il garda la tête baissée. Il fit son travail. Il rentra chez sa fille. Il ignora la façon dont les yeux d'Amélie le suivaient quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Il ignora la façon dont sa voix s'adoucissait quand elle disait son nom. Il ignora le fait qu'elle ne souriait jamais à personne d'autre comme elle lui souriait. Il construisit un mur entre ce qu'il voyait et ce qu'il s'autorisait à croire. C'était plus sûr comme ça. Pour eux deux. 2 années passèrent ainsi. 2 années de frontières soigneusement maintenues. 2 années de distance professionnelle. 2 années d'Amélie lui donnant tous les signaux possibles sans dire les mots à voix haute. Et 2 années de Marc refusant de voir quoi que ce soit parce que s'il le voyait, il devrait faire quelque chose. Et il ne savait pas ce que ce quelque chose serait. Alors il resta aveugle. Volontairement, désespérément, complètement. Les signaux devinrent plus difficiles à ignorer. Vers les 18 mois, Amélie arrêta de déjeuner seule. Elle commandait pour 2 et disait à Marc de s'asseoir. Pas demandait, disait. Il tirait une chaise face à son bureau et il mangeait en silence ou parlait de travail ou parfois de rien du tout. Elle lui demanda une fois quel était son film préféré. Il dit qu'il n'avait plus le temps pour les films. Elle le regarda comme si c'était la chose la plus triste qu'elle ait jamais entendue. Le lendemain, elle fit installer un projecteur dans la petite salle de conférence. Elle dit que c'était pour les présentations clients. Il ne la vit jamais l'utiliser pour des clients. D'autres personnes au bureau commencèrent à remarquer. Jessica de la comptabilité fit un commentaire sur le fait que Marc devait bien s'y prendre pour avoir autant de temps en face à face avec la patronne. Marcus du juridique lui demanda s'il couchait avec elle. Marc dit à Marcus de fermer sa gueule. Marcus rit et dit qu'il plaisantait, mais la question resta dans la poitrine de Marc comme une pierre. Il commença à y faire attention autant qu'il passait dans le bureau d'Amélie. Il commença à inventer des excuses pour partir plus tôt. Amélie remarqua. Elle remarquait toujours. Elle ne dit rien, mais sa mâchoire se crispait chaque fois qu'il inventait une raison de partir. Le problème était que Marc aimait être près d'elle. C'était la vérité qu'il ne voulait pas admettre. Elle était vive et drôle de manière que le public ne voyait jamais. Elle faisait des observations sur les gens qui étaient si justes qu'elle frôlait la cruauté. Elle se souvenait de détails sur sa vie qu'il avait mentionnés une fois en passant. Elle demandait des nouvelles des matchs de football d'Emma et de ses contrôles d'orthographe, et si elle faisait encore des cauchemars à propos de sa mère. Marc n'avait jamais parlé à personne des cauchemars d'Emma, pas même à sa propre mère. Mais d'une certaine manière, c'était facile de parler à Amélie, et ça le terrifiait. Un vendredi d'octobre, Amélie dit à Marc qu'elle avait besoin qu'il reste tard. Une panne système avait fait planter toute leur infrastructure cloud. Les ingénieurs travaillaient jour et nuit pour réparer. Amélie devait être là, ce qui signifiait que Marc devait être là. Il envoya un texto à sa mère pour qu'elle récupère Emma. Il s'installa pour une longue nuit. Vers 21 heures, Amélie sortit d'une réunion avec l'équipe technique, l'air épuisé. Elle s'effondra dans la chaise, près du bureau de Marc, au lieu de retourner dans son bureau. Elle lui demanda s'il regrettait parfois d'avoir pris ce travail. Marc la regarda. La question semblait plus lourde qu'elle ne le devrait. Il lui dit non. Il ne le regrettait pas. Elle hocha lentement. Puis elle dit quelque chose qui fit chuter son estomac. Elle dit qu'elle était contente qu'il soit resté.
Pas contente qu'il ait pris le travail, contente qu'il soit resté. La distinction semblait énorme. Marc rentra chez lui cette nuit-là et ne put pas dormir. Il resta couché à fixer le plafond, essayant de se convaincre qu'il lisait trop dans tout. Amélie était sa patronne. Elle l'appréciait comme employé. C'était tout. Mais son esprit revenait sans cesse à la façon dont elle le regardait parfois, comme si elle attendait qu'il dise quelque chose, comme si elle retenait son souffle. Il se dit qu'il l'imaginait. Il devait l'imaginer parce que l'alternative était impossible. Une femme comme Amélie Dubois ne tombait pas amoureuse de son assistant. Ça n'arrivait pas dans la vraie vie. Ça arrivait dans les films et les romans à l'eau de rose. Pas dans les tours de verre de la Défense. Thanksgiving vint et passa. Marc le passa avec sa mère et Emma. Amélie le passa à travailler. Marc le savait parce qu'elle lui envoya des mails toute la journée. Aucun n'était urgent. C'était juste des mises à jour, juste des messages qui disaient qu'elle pensait au travail. Ou peut-être qu'elle pensait à lui. Il ne se laissa pas finir cette pensée. Il répondit professionnellement. Il garda ses distances. Et quand il revint au bureau le lundi, Amélie le regarda comme s'il était parti depuis 1 an. Décembre arriva avec de la pluie glacée et des décorations de Noël qu'Amélie refusait d'autoriser au bureau. Elle disait qu'elles étaient distrayantes. Marc soupçonnait qu'elle détestait juste le rappel que la plupart des gens avaient un endroit où être pendant les vacances. La fête de Noël de l'entreprise était programmée le 15. Amélie y assista exactement 30 minutes. Elle fit un discours. Elle remercia tout le monde pour leur travail acharné, puis elle disparut dans son bureau. Marc la trouva là 1 heure plus tard. Elle était debout à la fenêtre, regardant la ville. Elle ne se retourna pas quand il entra. Elle demanda s'il s'amusait à la fête. Il dit que c'était bien. Elle dit qu'il devrait y retourner. Il ne bougea pas. Elle se retourna finalement pour lui faire face. Le regard dans ses yeux était quelque chose que Marc n'avait jamais vu avant. C'était vulnérable, à vif. Elle ouvrit la bouche comme si elle allait dire quelque chose. Puis elle la referma et lui dit d'aller s'amuser. Il partit, mais il ne retourna pas à la fête. L'entreprise était au milieu d'une acquisition majeure qui s'effondrait. Le PDG de la société cible avait des doutes. Les investisseurs menaçaient de se retirer. Amélie travaillait 20 heures par jour pour maintenir le tout ensemble. Marc travaillait à ses côtés. Il annula ses plans avec Emma. Il resta au bureau jusqu'à 2 heures du matin. Il apporta du café à Amélie quand elle oubliait de manger. Il relut des contrats jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Et à travers tout ça, Amélie ne lui demanda jamais de rester. Elle le regardait juste comme si elle s'y attendait, comme si elle savait qu'il le ferait. Et il le fit. Une nuit à la mi-décembre, ils étaient seuls au bureau à réviser des projections financières. Il était passé minuit. L'équipe de ménage était venue et repartie. Amélie se recula dans sa chaise et se frotta les yeux. Elle avait l'air épuisée. Marc demanda quand était la dernière fois qu'elle avait dormi. Elle dit qu'elle ne se souvenait pas. Il lui dit qu'elle devait rentrer chez elle. Elle rit. C'était un son amer. Elle dit qu'elle n'avait pas de chez elle. Elle avait un appartement où elle dormait parfois. Ce n'était pas la même chose. Marc ne sut pas quoi dire à ça. Alors, il ne dit rien. Amélie le regarda à travers le bureau. Elle demanda s'il était heureux. La question le prit par surprise. Il dit qu'il ne pensait pas beaucoup au bonheur. Il pensait à la stabilité, à donner une bonne vie à Emma. Elle hocha la tête comme si elle comprenait, puis elle dit quelque chose qui serra sa poitrine. Elle dit qu'il méritait d'être heureux aussi, pas juste stable, heureux. Marc rentra chez lui cette nuit-là avec l'impression que quelque chose avait changé. Il ne pouvait pas le nommer. Il ne pouvait pas le définir. Mais c'était là, assis entre eux comme une troisième présence. Il essaya de l'ignorer. Il essaya de se concentrer sur le travail et Emma et tout le reste qui avait du sens. Mais ça revenait sans cesse. La façon dont la voix d'Amélie s'adoucissait quand elle disait son nom. La façon dont elle trouvait des raisons de le garder près. La façon dont elle le regardait quand elle pensait qu'il ne faisait pas attention. Il ne l'imaginait pas. Il savait qu'il ne l'imaginait pas. Mais il ne savait pas quoi faire de ça.
La semaine avant Noël, une femme approcha Marc dans le hall. Son nom était Sophie. Elle travaillait au marketing. Elle demanda s'il voulait prendre un café un jour. Elle était jolie. Elle semblait gentille. Marc dit oui. Ils allèrent prendre un café le samedi suivant. Sophie parla de son travail et de son appartement et de son chien. Elle rit à ses blagues. Elle toucha son bras quand elle faisait un point. C'était facile, confortable, normal. Marc aurait dû être intéressé, mais tout ce à quoi il pouvait penser était Amélie. La façon dont elle l'avait regardé la nuit où elle avait demandé s'il était heureux. Le poids de cette question. Il dit à Sophie qu'il avait passé un bon moment. Il ne l'appela plus. Le lundi, Amélie était différente, plus froide. Elle ne lui demanda pas de déjeuner avec elle. Elle garda leurs interactions brèves et professionnelles. Marc ne comprit pas ce qui avait changé. Puis, Jessica de la comptabilité fit un commentaire sur l'avoir vue avec une femme au café près du bureau. Marc sentit son estomac chuter. Il réalisa qu'Amélie avait dû entendre. Elle avait dû entendre et penser qu'il sortait avec quelqu'un. L'idée qu'elle se souciait de ça était trop grande, trop énorme, trop impossible. Mais elle prenait ses distances. La chaleur qui s'était construite entre eux avait disparu, remplacée par le professionnalisme glacé qu'elle montrait à tous les autres. Marc essaya de se dire que c'était mieux comme ça, plus sûr. Mais ça faisait mal plus que ça n'aurait dû, plus qu'il ne voulait l'admettre. Il regarda Amélie se retirer derrière ses murs, regarda comment elle arrêta de demander des nouvelles d'Emma, arrêta de l'inviter à déjeuner, arrêta de le regarder comme si elle attendait quelque chose. Et il ne savait pas comment réparer parce qu'il ne savait pas ce qui était cassé. Ou peut-être qu'il savait exactement ce qui était cassé. Il ne voulait juste pas le nommer. Noël vint. Marc le passa avec Emma et sa mère. Amélie travailla. Elle lui envoya un mail. Il disait « Joyeux Noël ». Rien d'autre. Marc fixa ces deux mots pendant 10 minutes, essayant de comprendre ce qu'ils signifiaient, essayant de comprendre ce qu'il était supposé répondre. Il écrivit et effaça 5 réponses différentes. Finalement, il écrivit juste « Joyeux Noël à vous aussi ». Ça semblait inadéquat, tout semblait inadéquat. L'affaire d'acquisition se conclut 3 jours avant le Nouvel An. Ça aurait dû être un triomphe. L'action de l'entreprise bondit de 12%. Amélie fit la couverture de 3 magazines économiques, mais elle avait l'air creuse. Marc le vit dans ses yeux pendant la conférence de presse. Elle souriait et remerciait son équipe et parlait de l'avenir, mais il n'y avait rien derrière. Elle jouait le rôle qu'elle jouait depuis si longtemps qu'elle avait oublié que c'était un rôle. Le Nouvel An tombait un mardi. La plupart des entreprises étaient fermées, mais l'entreprise d'Amélie n'était pas comme les autres. Il y avait une crise avec l'intégration de l'entreprise acquise. Les systèmes ne communiquaient pas. Des données étaient perdues. Des clients menaçaient de partir. Amélie appela une réunion d'urgence avec l'équipe technique. Elle dit à tous les autres de rentrer chez eux, de profiter des vacances. Elle gérerait. Marc ne rentra pas chez lui. Il se présenta au bureau à 18 heures. Amélie était déjà là. Elle sembla surprise de le voir. Elle demanda pourquoi il était venu. Il dit parce qu'elle avait besoin de lui. Elle le fixa longtemps, puis elle hocha la tête et lui dit d'entrer. Le bâtiment était vide. Tout le monde était rentré chez ses familles ou ses fêtes ou là où les gens allaient le Nouvel An. L'équipe de ménage n'était pas programmée avant le lendemain. C'était juste Marc et Amélie et le bourdonnement des serveurs et le bruit distant de la ville qui fêtait en bas. Ils travaillèrent toute la soirée. Amélie était en appel avec des ingénieurs en Californie et à Tokyo. Marc coordonnait avec l'équipe de communication pour rédiger des déclarations pour les clients. La crise était gérable, pas catastrophique, mais elle nécessitait de l'attention, nécessitait une présence, nécessitait que quelqu'un soit là pour maintenir le tout ensemble. Cette quelqu'un était toujours Amélie. Et dernièrement, c'était aussi Marc. Vers 23 heures, les appels s'arrêtèrent, les feux immédiats étaient éteints. Il y aurait plus de travail le matin, mais pour l'instant, c'était géré. Amélie sortit de son bureau et trouva Marc encore à son bureau.
Elle demanda pourquoi il était encore là. Il dit qu'il voulait s'assurer que tout était sous contrôle. Elle dit que c'était le cas. Il pouvait partir. Il devrait partir. Emma l'attendait probablement. Marc secoua la tête. Il dit qu'Emma était chez sa grand-mère. Il dit qu'il n'avait nulle part où être. Amélie le regarda comme si elle essayait de résoudre une équation qui n'avait pas de sens. Elle demanda s'il voulait un verre. Elle avait une bouteille de whisky dans son bureau que quelqu'un lui avait offerte pour Noël. Marc dit oui. Ils s'assirent dans son bureau avec la ville étendue derrière eux. Des feux d'artifice commençaient déjà au centre-ville. Célébration précoce, gens impatients. Amélie versa 2 verres et en tendit un à Marc. Elle ne porta pas de toast. Elle but juste. Marc fit pareil, le whisky brûlait en descendant. C'était approprié. Ils restèrent en silence pendant un moment. Pas le silence confortable qu'ils partageaient avant. Celui-ci était différent, plus lourd, chargé de quelque chose qu'aucun d'eux ne reconnaissait. Amélie parla finalement. Elle demanda à Marc s'il était heureux de travailler pour elle. Pas la même question qu'elle avait posée avant. Celle-ci était plus spécifique, plus pointue. Marc dit oui, il était heureux. Elle demanda pourquoi. Il n'avait pas de bonne réponse. Il dit que le travail était intéressant, le salaire était bon. Elle lui donnait de la flexibilité avec Emma. Tout vrai, tout insuffisant. Amélie hocha la tête comme si elle s'attendait à cette réponse, comme si elle en était déçue, mais pas surprise. Elle demanda à propos de la femme du café. Marc sentit sa poitrine se serrer. Il dit que ce n'était rien, un café. Ça n'a mené nulle part. Amélie demanda pourquoi pas, Marc dit parce que ça ne l'a juste pas fait. Elle le regarda comme si elle attendait plus, comme si elle lui donnait une ouverture. Mais Marc ne la prit pas. Il ne pouvait pas. L'écart entre eux était trop large. Le risque était trop grand. Alors, il resta silencieux et l'expression d'Amélie se ferma. La vulnérabilité disparut, remplacée par le masque qu'elle portait pour le reste du monde. L'horloge approchait de minuit. Aucun d'eux ne bougea. Aucun d'eux ne suggéra de partir. Ils restèrent juste là dans le bureau silencieux avec le poids de 2 années qui pesaient sur eux. 2 années de signaux manqués, de chances non prises, de mots non dits. Marc pouvait sentir quelque chose se construire, quelque chose d'inévitable. Il ne savait pas si c'était bon ou mauvais. Il savait juste que ça arrivait et il ne savait pas comment l'arrêter. Ou s'il le voulait même. Amélie se leva et marcha vers la fenêtre. La ville scintillait en dessous. Des feux d'artifice éclataient au-dessus du port au loin. Marc regardait son dos, regardait la ligne rigide de ses épaules, regardait la façon dont elle se tenait comme si elle portait quelque chose de trop lourd. Elle parla sans se retourner. Elle dit qu'elle était fatiguée, pas physiquement fatiguée, fatiguée de faire semblant, fatiguée d'attendre, fatiguée de le regarder partout sauf vers elle. Marc sentit sa gorge se fermer. Il voulait demander ce qu'elle voulait dire, mais il le savait déjà. Il l'avait toujours su. Elle se retourna pour lui faire face. Son expression était à vif d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Elle dit qu'elle avait été patiente. Elle lui avait donné tous les signaux possibles, sans franchir la ligne. Elle avait changé son emploi du temps pour lui. Elle avait demandé des nouvelles de sa fille. Elle était restée proche quand elle aurait pu garder ses distances. Elle avait tout fait sauf dire les mots à voix haute. Et il n'avait jamais une seule fois reconnu quoi que ce soit. Marc ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Que pouvait-il dire? Qu'il avait remarqué mais fait semblant de ne pas voir. Qu'il avait trop peur pour y croire. Que l'écart entre eux semblait trop large à franchir. Tout était vrai. Rien n'était suffisant. La voix d'Amélie devint plus silencieuse, plus tranchante. Elle demanda s'il pensait qu'elle invitait tous les employés à amener leur enfant au bureau, s'il pensait qu'elle déplaçait des réunions pour quelqu'un d'autre, s'il pensait qu'elle déjeunait avec son autre personnel. Marc sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Il dit qu'il ne savait pas ce qu'elle voulait de lui. Amélie rit. Ce n'était pas un son heureux. Elle dit que c'était le problème. Il ne savait pas parce qu'il refusait de voir.
Il avait construit un mur entre ce qui se passait et ce qu'il était prêt à admettre. Et elle en avait fini d'attendre qu'il le démolisse. Marc se leva. Ses mains tremblaient. Il dit que ce n'était pas si simple. Elle était sa patronne. Elle était milliardaire. Il était un père célibataire qui arrivait à peine à maintenir sa vie avant qu'elle l'engage. La dynamique de pouvoir seul rendait tout impossible. Amélie secoua la tête. Elle dit que c'était une excuse, une façon commode d'éviter le vrai problème. Le vrai problème était qu'il avait peur. Peur de perdre ce qu'il avait. Peur de risquer la stabilité. Peur d'être heureux parce que le bonheur pouvait être enlevé là. Comme sa femme avait été enlevée. Les mots frappèrent Marc comme un coup physique. Il recula d'un pas. Sa voix sortit rauque et lui dit de ne pas amener sa femme dans ça. Amélie ne broncha pas. Elle dit que sa femme était déjà dedans. Elle avait été dedans depuis le début. Elle était le fantôme qui se tenait entre eux, la raison pour laquelle Marc ne pouvait pas se laisser ressentir quoi que ce soit. La raison pour laquelle il traitait chaque moment de joie comme du temps emprunté. Elle dit qu'elle comprenait le chagrin. Elle comprenait la perte. Mais elle ne comprenait pas choisir la solitude quand quelque chose de réel était juste devant lui. Marc sentit la colère monter en lui. Il demanda ce qu'elle savait de la solitude. Elle vivait dans un penthouse et dirigeait une entreprise qui valait des milliards. Elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait, n'importe qui qu'elle voulait. L'expression d'Amélie durcit. Elle dit oui. Elle pouvait avoir n'importe qui sauf la seule personne qu'elle voulait vraiment. La seule personne qui la regardait comme si elle n'était que sa patronne. Juste une autre obligation dans sa vie soigneusement contrôlée. Elle dit qu'elle avait été seule toute sa vie adulte, entourée de gens qui voulaient quelque chose d'elle. Argent, accès, prestige. Marc était la première personne qui ne voulait rien, la première personne qui restait parce qu'il le voulait. Et elle avait été assez stupide pour penser que ça signifiait quelque chose. L'horloge au mur montrait 23h52. 8 minutes avant minuit. 8 minutes avant la nouvelle année. Marc pouvait entendre les feux d'artifice devenir plus forts. La ville était en fête, tout le monde était en fête. Et il était là dans un bureau vide, regardant la seule personne qui le faisait se sentir vivant depuis des années, lui dire qu'elle en avait fini d'attendre. Il ne savait pas quoi faire, ne savait pas quoi dire. Tous ses instincts lui disaient de partir, de se protéger, de la protéger, de maintenir les frontières qui les gardaient tous les deux en sécurité. Mais ses pieds ne bougeaient pas. Amélie retourna à son bureau, elle prit son verre et finit le whisky. Elle le posa soigneusement. Elle dit qu'elle n'allait plus continuer à faire ça. Elle n'allait plus faire semblant. Elle avait construit une entreprise entière de rien. Elle avait négocié avec des gens qui voulaient la détruire. Elle avait survécu à toutes les tentatives pour l'abattre. Mais elle ne pouvait pas survivre une autre année à aimer quelqu'un qui ne se laisserait pas l'aimer en retour. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Amour. Elle l'avait dit, finalement dit. Et Marc sentit tout ce qu'il avait retenu s'effondrer. Il dit son nom. Juste son nom. Amélie. Elle le regarda, attendant, toujours attendant. L'horloge frappa minuit. Les feux d'artifice explosèrent dehors. La ville éclata en lumière et son. La nouvelle année arriva, et Marc traversa la pièce avant de pouvoir changer d'avis. Les yeux d'Amélie s'élargirent. Il s'arrêta devant son bureau, son cœur battait la chamade. Sa voix sortit instable. Il dit qu'il avait tout remarqué. Chaque réunion changée, chaque question sur sa fille, chaque moment où elle lui avait donné une raison de rester proche. Il avait tout remarqué. Et il l'avait ignoré parce qu'il était terrifié. Terrifié de vouloir quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir. Terrifié de croire que quelqu'un comme elle pouvait voir quelque chose qui valait la peine chez quelqu'un comme lui. Il dit qu'il avait été seul si longtemps qu'il avait oublié ce que ça faisait d'être désiré, d'être vu. Et elle l'avait vu dès le début. Elle l'avait vu et il avait passé 2 ans à faire semblant qu'elle ne l'avait pas fait. Il dit qu'il ne l'était pas avec Sophie parce que Sophie n'était pas elle, personne n'était elle, il dit qu'il l'aimait.
Les mots sortirent bruts, non polis, mais ils étaient vrais. Amélie se déplaça autour du bureau, elle se tint devant lui, assez près qu'il puisse voir les larmes dans ses yeux. Elle dit qu'elle avait attendu 2 ans pour l'entendre dire ça. Marc dit qu'il l'avait vu. Il l'avait toujours vu. Il avait juste trop peur de faire quoi que ce soit. Amélie tendit la main et toucha son visage. Sa main tremblait, et Marc l'embrassa. Ce ne fut pas doux, ce ne fut pas pratiqué. C'était désespéré et honnête. Honnête et en retard de 2 ans. Amélie l'embrassa en retour comme si elle avait retenu son souffle et se souvenait finalement comment respirer. L'histoire de Marc et Amélie nous enseigne que parfois, l'amour frappe dans les endroits les plus improbables, entre une PDG milliardaire et son assistant père célibataire. Pendant 2 années entières, Amélie multiplia les signes d'affection, réorganisant sa vie autour de Marc et de sa fille Emma, mais lui restait volontairement aveugle, paralysée par la peur et les différences sociales. Il fallut cette nuit explosive du Nouvel An pour que la frustration d'Amélie éclate en une déclaration d'amour brutale mais sincère. « Je t'aime, idiot !» Leur histoire nous montre que l'amour authentique transcende les barrières professionnelles et sociales, mais qu'il nécessite du courage. Le courage de voir les signaux, d'accepter d'être aimé et de risquer son cœur malgré les blessures du passé. Marc découvrit que rester fermé à l'amour par peur de souffrir, c'était déjà souffrir. Amélie prouva qu'une femme puissante peut être vulnérable sans être faible. Ensemble, ils nous rappellent que les plus belles histoires d'amour naissent souvent là où on s'y attend le moins, et que parfois, il faut qu'une femme crie sa vérité pour réveiller un cœur endormi. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a rappelé que l'amour mérite qu'on prenne des risques et dites-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà raté des signaux d'amour par peur?